Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau live. Quelques petits soucis techniques qu'on rencontre avec Laure actuellement, mais on va essayer de twister voilà, le problème voilà, et de pouvoir voilà, faire le live comme on l'entend. Bon, voilà, je m'appelle Barthélémy, donc j'organise des lives de manière quasi hebdomadaire donc sur des thématiques liées au RH et au RSE. Et aujourd'hui, on va parler de la manière de déployer une stratégie RSE. Euh, voilà, bon, rapidement, donc moi je travaille actuellement chez Chance. Aujourd'hui, chez Chance, on réinvente le bilan de compétences pour permettre aux entreprises de s'assurer que leurs collaborateurs soient alignés sur leurs évolutions pro et le sens de notre travail. Aujourd'hui, Chance, c'est une communauté de plus de 15 000 personnes. Et donc, les thématiques qu'on adresse aujourd'hui sur les sujets liés à la diversité sociale, à l'écologie, sont des thématiques, évidemment, qui parlent et qui résonnent, en tout cas, chez Chance. Aujourd'hui, donc, j'ai deux super intervenantes sur le sujet, donc sur le déploiement d'une stratégie RSE. On va commencer tranquillement par celle qui a le moins de problèmes techniques. Morgane, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Oui, merci Barthélémy. Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Morgane Jacquet, je suis Madame RSE sur LinkedIn. Les entreprises, alors principalement du transport, de la logistique, déchets, BTP, viennent me chercher parce qu'elles ne savent pas comment faire pour concrètement déployer une stratégie RSE qui soit structurée, adaptée à leur culture et à leur contexte d'entreprise, et qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Donc, je leur apporte des outils, un cadre dans leur projet de transformation RSE et des leviers efficaces pour réduire leur conduite de changement. Ma raison d'être, c'est de promouvoir la RSE au plus grand nombre. Donc, ce que je fais quotidiennement sur LinkedIn et au travers de mes prestations de conseil et de formation. Et ma société s'appelle Blumei, comme le papillon. Trop bien, merci. Le papillon, pourquoi d'ailleurs? Parce que transformation, métamorphose, besoin de, voilà, de changer, d'évoluer, et puis aussi l'effet papillon. Je pense que chacun à son niveau, on peut avoir un fort impact. Hmm, génial. Merci beaucoup, Morgane, pour ces présentations. Merci en tout cas à tous et à tous de nous faire un petit coucou dans le chat. Morgane, Laure, je ne sais pas si ça fonctionne pour vous, mais si vous allez dans l'onglet en haut commentaire, vous pouvez voir les personnes qui nous écrivent dans le chat. Et donc, ça voilà, il y a des gens qui nous saluent et on est ravis de vous voir. Laure, on va tenter une première intervention. Est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Couper ton micro. Alors, je t'entends pas très bien, Barthélémy, donc je présume que c'est mon tour. Je m'excuse par avance s'il y a un décalage complet. Il y a effectivement un petit souci technique de mon côté. Moi, très rapidement, je vais vous présenter un petit peu Klaxoon pour donner des éléments de contexte aussi pour la suite du live. Donc, nous, chez Klaxoon, on s'intéresse au travail en équipe et notamment comment le rendre plus efficace, créatif et inclusif. Concrètement, on a développé une suite d'outils visuels participatifs qui permet de travailler seul, à plusieurs, à distance, sur site, en réunion et en dehors. Klaxoon est utilisé dans un peu plus de 120 pays et pour plus de 10 000 clients. On l'utilise pour des rituels d'équipe, pour des ateliers de travail et également des rendez-vous clients de la formation. Et ce qu'on permet, c'est du coup à chacun de bien s'exprimer, de factualiser des échanges et aussi de travailler de manière synchrone, mais aussi asynchrone. Mon rôle chez Klaxoon, c'est d'être chef de projet à la fois RH et RSE. Je crois fermement à la pertinence aussi de ce double rôle. Et du coup, je suis amenée à travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes. Merci. Si je parle comme ça, tu m'entends du coup, Laure? Ok, bon, quand je m'adresserai à toi, je mettrai le téléphone ici. Voilà. Euh, super, merci en tout cas. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour le live. Il y avait un peu plus de 216 personnes, je crois, au dernier décompte qui s'étaient inscrites pour ce live. Donc, je pense que ça fera pas mal de monde et pas mal de questions qui vous seront posées. Laure, je pense que voilà, on arrivera avec ce petit bidouillage à pouvoir bien te donner la parole, mais ça devrait aller.
N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui nous regardent, à n'importe quel moment, si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, je fais apparaître à l'écran les questions et les retours qui sont les plus pertinents. Et je laisserai du coup au fil de l'eau, Morgane ou Laure, y répondre en fonction des questions que vous posez. Le but, c'est de rendre ça le plus interactif possible, comme si on était tous dans la même pièce et que du coup, on pouvait solliciter et poser nos questions en direct du coup, aux deux intervenantes. Et s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. Moi, j'en ai prévu plein. Et donc, il y aura de quoi faire. Il y aura du contenu. On va commencer. Moi, je voudrais juste en intro, parler d'une étude Wavestone sur laquelle je suis tombé donc en 2022, qui a été menée sur 130 entreprises. 78% des entreprises disaient avoir intégré la RSE à leur COMEX et seulement 30% précisaient ne pas déployer pleinement les stratégies qu'ils avaient mis en place. Donc, ce qui fait écho, en tout cas, avec le sujet qu'on évoque aujourd'hui sur comment déployer une stratégie RSE. Est-ce que, du coup, premier challenge, Laure, tu peux nous recontextualiser un peu le cadre de Klaxoon? Dans quel contexte est-ce que vous étiez lorsque vous êtes posé la question de mettre en place une stratégie RSE? Alors, concrètement, nous, on l'a formalisé et structuré depuis un petit peu plus d'1 an. Donc, c'est quand même ultra récent. En revanche, le constat, quand on a commencé à vouloir effectivement formaliser les choses, c'était de voir qu'il y avait quand même énormément de choses qui étaient faites de façon assez intuitive et nativement liées à la fois à notre environnement de travail, à nos valeurs. Donc, on s'est appuyé vraiment là-dessus pour construire et pour se poser les questions. Ça a été vraiment beaucoup de questionnements, avoir ce point de départ et on a rapidement pu identifier des enjeux majeurs, cruciaux, qui étaient liés finalement à notre activité, à savoir le numérique. Et c'était vraiment le point de départ. On s'est vraiment appuyé sur notre culture d'entreprise et la culture managériale qui était forte et tout ça dans un contexte lié au numérique. Merci beaucoup, Laure. Morgane, tiens, Élodie, rien de mieux que l'intelligence collective. Effectivement, on est entièrement d'accord. Je soutiens ces propos de Élodie. Morgane, est-ce que toi, tu pourrais nous dire dans ce que tu vois dans les entreprises dans lesquelles tu vas t'impliquer, dans lesquelles tu vas intervenir, les fondamentaux, ce par quoi on va commencer lorsqu'il faut structurer justement sa stratégie RSE? Déjà, déployer une stratégie RSE, c'est avant tout gérer un projet, une transformation, un changement. Donc, je ne veux pas du tout vous faire peur quand je vous dis ça, mais ça demande quand même un certain cap dans le sens, penser à le préparer, à le structurer. Et donc, on commence par quoi? On commence déjà par se dire le périmètre. Voilà, sur quoi je vais déployer ma stratégie? Est-ce que c'est toute l'entreprise? Si je suis en multi-site, par exemple, est-ce que c'est tous les sites ou est-ce que je commence par un site et j'irai après sur les autres? Ça, c'est une décision qui vous est propre. Et puis, quelles sont aussi les motivations de la direction dans cet engagement? Alors, Laure parlait justement d'appui sur ses valeurs, sur les valeurs de l'entreprise. Voilà, on parle aussi de raison d'être. Donc, quelle est la raison d'être de l'entreprise, mais aussi quelle est la raison d'être finalement de cette démarche RSE? Pourquoi on se lance? Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va guider finalement votre projet au fil de l'eau. Ensuite, on va déterminer aussi quelles sont les forces de l'entreprise au regard de ce projet. Et par exemple, est-ce que l'entreprise a une bonne santé financière? Ça va aider. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un système de management, qualité, sécurité, environnement, peut-être en place? Ça peut aussi être des forces, mais il y en a plein d'autres. Mais on va aussi regarder les risques qui peuvent malheureusement faire ralentir ou capoter le projet. Par exemple, est-ce qu'il y a un autre projet stratégique dans l'entreprise qui mobilise déjà beaucoup de ressources? En tout cas, il faut en être conscient et mettre des actions en place au regard de ça. Par les budgets aussi, parce que ça peut demander quelques ressources, ne serait-ce que même en temps. Et puis, quelles sont aussi les échéances? Comment on va structurer tout ça. Donc ça, c'est un peu toute la phase, on va dire, en amont, avant vraiment de se lancer.
Et puis, une fois qu'on est un peu au clair avec ça, on va commencer par ce qu'on appelle un état des lieux. Alors, on dit aussi diagnostic. On fait le point sur l'existant. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà tout un tas d'actions RSE. Parfois, elles ne savent pas qu'en fait, ce sont des actions RSE. Donc, on va voilà, faire le point sur l'existant, regarder encore une fois les forces, les faiblesses, mais aussi les risques et les opportunités de l'entreprise. Regarder aussi quelles sont ses parties prenantes. Alors, ça va être tous les acteurs qui sont influencés ou qui influencent l'entreprise. Et puis, on va déterminer ensuite les enjeux clés. Alors, il y a toute une méthodologie, ou il y a même plusieurs méthodologies possibles pour déterminer, leur parler d'enjeux cruciaux. En ISO 26000, on va aussi parler de domaines d'action prioritaires. Donc voilà, quelles sont vraiment mes priorités en tant qu'entreprise au regard de la RSE. Et du coup, je vais pouvoir comme ça décliner des objectifs. Voilà. On va Donc là, commencer il y a par une question de Aline dans le chat. Donc, faire un SWOT. Donc, c'est ça, hein, le SWOT appliqué finalement au RSE. Tu fais un diagnostic, comme le précise Aladin, effectivement, mais une matrice de matérialité, précise Oriane. Alors, il y a plein de dénominations possibles, mais en tout cas, dans ce que tu viens de décrire, effectivement, cet état des lieux, ce diagnostic, on va reprendre des éléments internes, externes, qui vont permettre à la fois de capitaliser sur cette stratégie RSE et à la fois les menaces et les risques qu'on peut. Génial. Et petit aparté, nommer une personne en tout cas qui va l'idée le sujet, comment ça se passe de ce que tu as pu voir là, Laure, bah, du coup, Klaxoon, parce qu'elle portait ses projets, j'imagine. Comment tu vois ça, toi, dans l'entreprise, Morgane? Alors oui, c'est important qu'il y ait un pilote de projet parce que typiquement dans un avion, si on est plusieurs à le piloter, ça peut être compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait un leader qui cadre, qui mobilise, qui facilite, qui veille au suivi du plan d'action, etc. Après, ça va être fonction de l'entreprise, de sa taille, de son contexte. C'est pas forcément quelqu'un qui va être à temps plein si c'est une petite structure. Donc ça, c'est vraiment propre à l'entreprise. C'est pas forcément non plus quelqu'un qui est du métier RSE, hein. Ça peut être quelqu'un qui est tout simplement très motivé et qui va du coup se former à la RSE, à ces enjeux. En revanche, en termes de qualité, je dirais quelqu'un qui est dans l'écoute, qui a un certain leadership, qui sait faciliter les échanges, voilà, une bonne communication. Euh, voilà, ça, c'est des qualités qui sont finalement peut-être plus pertinentes, plus Hum. importantes que de réelles compétences en RSE qu'on peut acquérir par de la formation, etc. Trop bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Aladin, je n'ai pas très bien compris la question que vous avez posée, mais si vous pouvez peut-être la reformuler et avec plaisir en tout cas pour la faire apparaître à l'écran. Mais là, en l'état, je n'ai pas très bien compris la tournure de phrase que vous avez rédigée. Voilà, je précise juste. Est-ce que, du coup, on va continuer sur toi, Morgane, et après, on aura le cas vraiment concret de Laure. Comment est-ce que ça a été mis en place et justement sur la partie plus engagement des équipes, formation des équipes sur ces sujets-là. Comment tu t'arrives dans la manière dont tu veux, une fois que tu as fait ce diagnostic-là et que tu veux définir du coup efficacement le plan d'action RSE, quels sont, toi, les tips que tu peux donner sur la manière de lister et prioriser justement les différentes actions qui a mené, enfin, de cette mise en application concrète, en tout cas, sur. Ok. Euh, alors, l'entreprise va déterminer ses enjeux clés, d'une part en dialoguant avec ses collaborateurs. Ouais. L'implication, ce qu'on appelle des parties prenantes internes, c'est hyper important. Donc là, ça peut passer par concrètement des questionnaires, des interviews, des groupes de travail, voilà, tout un tas de choses. Euh, donc, on commence par ça. On va aussi aller dialoguer avec les parties prenantes externes. Donc là, ce sont Mhm. les acteurs externes à l'entreprise qui sont vraiment importants pour l'entreprise. Alors, il y a tout un tas de critères pour pouvoir sélectionner finalement les parties prenantes avec qui on va dialoguer en priorité. Typiquement,
déjà l'influence, le degré d'influence ou d'impact sur l'entreprise ou le degré que l'entreprise les impacte. Ça va être aussi leur volonté à participer, leur légitimité, leur niveau d'expertise, voilà, tout un tas de critères. Donc ça, cette étape-là de dialogue, elle est très, très importante. De là, on va donc pouvoir avoir nos enjeux prioritaires et l'entreprise va déterminer ce qu'on appelle des objectifs SMART pour savoir où on va. Hein, il faut un cap. Donc, et puis, on ne peut pas tout faire en même temps. L'entreprise, elle a des ressources limitées. Donc, ça permet voilà, de savoir quelles sont nos priorités et ce qu'on veut atteindre, les fameux objectifs. Et puis, de là, c'est déjà plus facile pour déterminer des actions parce qu'on sait ce qu'on doit atteindre. Donc, on va déterminer les actions qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. On va donc établir des plans d'action. Alors, idéalement, co-construits avec les acteurs de l'entreprise, avec les parties prenantes également. Et puis, dans ce plan d'action, il faut retrouver un acteur, c'est-à-dire celui qui va soit réaliser, soit piloter l'action, une échéance, une date butoir, et puis les moyens nécessaires, c'est-à-dire quelles ressources on va mettre à disposition, que ce soit un budget financier, du temps, voilà, ce qu'il va peut-être falloir libérer du temps. Ça peut être aussi se prévoir des actions de montée en compétences, etc. Donc voilà, là on a notre plan d'action, notre feuille de route. Derrière, on peut le décliner, il y a plein de choses à faire. Et petite question, mais du coup que moi je me pose, tu as des outils, tu vois, je sais qu'en gestion de projet, on parle de méthodes, des Kant, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des outils, des méthodes là très actionnables que peuvent utiliser du coup les personnes qui nous écoutent sur tiens, je veux gérer ça, j'ai un planning à tenir, j'ai un projet à mettre en place. Je sais pas, toi, tu utilises quoi comme outil, comme logiciel par exemple? Exactement. Un projet de RSE, ça reste de la gestion de projet. Donc finalement, tous les outils qu'on retrouve en gestion de projet peuvent être utilisés. Alors moi, j'ai pas forcément préconisé un logiciel. En fait, ça va encore une fois dépendre de l'ampleur du projet. Un fichier Excel peut très bien fonctionner, soit en format tableur avec les colonnes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le quoi, l'action, la date d'échéance, le pilote, les ressources, etc. On peut le faire en format Gantt, ça peut être très intéressant pour voir l'enchaînement des étapes, etc. Et là encore, on peut utiliser un Excel. Voilà. Donc, voilà, l'outil finalement à choisir, il est vraiment à adapter à l'entreprise. Et si c'est une structure une petite taille ou moyenne, ça ne sert à rien de commencer à dépenser de l'argent dans un logiciel où il va falloir former les gens à l'utiliser. Il faut un outil qui soit partagé par tous. C'est le plus important. Si Excel, ça fonctionne, tant mieux. Si à l'inverse, il y a déjà d'autres outils finalement dans l'entreprise, je pense à des entreprises qui ont mis en place Notion. Eh ben, faites votre projet RSE sur Notion. Enfin, ça marche très, très bien. Et puis, il y a d'autres outils partagés. Hein. Je ne peux pas faire de la pub pour Notion, mais pour donner un exemple. Tant que les outils fonctionnent, faut pas hésiter à les dire. Et je vais passer à une question que pose Lorraine, du coup, qui a été précisée par Myriam, mais peut-être que Morgane, tu peux, ou Laure, hein, bien sûr, à n'importe même si on allait, tu t'interviendras plus par la suite, mais n'hésite pas si tu veux prendre la parole à tout moment. Donc, Lorraine, bonjour. Dans ce que j'entends de mise en place de projets RSE, ça me rappelle beaucoup les enjeux de QVCT. Pouvez-vous définir selon vous les périmètres RSE et QVCT? Et Myriam, donc, compléter en disant la QVCT, la partie sociale d'un projet RSE, il me semble, RSE est plus large. Morgane, est-ce que tu confirmes? Oui. Alors, la QVCT, c'est la qualité de vie et conditions de travail. Et c'est finalement, ça peut être un zoom au sein de la RSE. La RSE couvre trois grands domaines, l'environnement, la partie sociale et la partie économique de l'entreprise. Et la QVCT va se retrouver dans la partie sociale. Dans la partie sociale, on a la qualité de vie et conditions de travail, évidemment, qui est finalement voilà, une grosse partie. Et on peut retrouver également des questions en termes d'ancrage territorial, c'est-à-dire on va aller regarder cette question sociale, mais sur les communautés qui sont influencées, impactées par notre activité. D'accord? Donc, c'est pas finalement que nos collaborateurs. C'est vrai que la QVCT, on a tendance à l'associer à nos
collaborateurs uniquement. Donc, même le domaine social de la RSE va finalement au-delà de nos collaborateurs en propre. Ok, trop bien. Bah, super, en tout cas, passerelle et relais apportés donc, pour Laure sur la suite. Les collaborateurs en interne, les salariés, on met en place une stratégie RSE. Du coup, ça va fonctionner que s'ils sont bien impliqués eux aussi et bien engagés sur le sujet. Laure, est-ce que tu pourrais nous partager comment chez Klaxoon, qu'est-ce que vous avez mis en place pour engager, former les équipes sur ces sujets RSE? Laure, tu m'as entendu ou pas? Ah, ok. Non, je te disais, et tu peux du coup T'as ton réactiver micro ton coupé. micro. Ouais, tu peux réactiver ton micro. Mais du coup, comment tu as engagé former les équipes? Alors, comme je disais, et il y a une personne qui l'a souligné dans le chat, effectivement, pour nous, l'intelligence collective, c'est primordial. Donc, en fait, pas vraiment de secret, hein, on engage les équipes si on communique. Pour nous, c'était important qu'il y ait une bonne compréhension sur tous les maillons de la chaîne pour pouvoir bien avancer et permettre aussi à l'ensemble des collaborateurs de s'approprier cette démarche. Donc, ce qui était important, c'était de la rendre hyper cohérente et concrète. Dans la RSE, il y a aussi beaucoup de réglementations. Il y a des choses très, très formelles. Voilà, nous, ce qu'on a fait comme choix d'avoir vraiment des actions en lien avec l'activité de l'entreprise et d'en faire un sujet vraiment communautaire pour que tout l'écosystème contribue. Donc, c'est vraiment aussi très bottom-up. Donc, c'est passé par des ateliers en interne. On a officialisé le lancement d'un programme avec un événement. Concrètement, on a fait un mémo. Donc, un mémo, c'est des pages sur lesquelles on vient donner de l'information. On vient aussi insérer des éléments de questions, de sondage pour que les gens puissent participer. Demain, on va faire appel aussi à des volontaires pour les impliquer davantage dans la démarche. Quand on a commencé à sonder les équipes sur leur intérêt et est-ce qu'ils avaient des attentes aussi en termes de formation, on a eu 75% de oui, de personnes en interne qui souhaitaient être vraiment formées, sensibilisées sur la question des enjeux climatiques. Donc nous aussi, et là je vais faire le lien avec le volet RH, ça nous permet aussi d'identifier une vraie attente en termes de formation et derrière de le réintégrer dans notre plan de formation. On a ouvert du coup un board qui est un espèce de travail partagé, accessible à tous, où chacun peut venir déposer aussi ses idées, ses attentes et aussi quelles sont leurs compétences ou leurs talents. Et nous, en mode un peu train de trainer, on peut venir chercher et justement mobiliser des compétences internes qu'on n'aurait pas forcément identifiées. Et eux, ils vont pouvoir partager leur expertise, leur savoir auprès des équipes. Donc, voilà un petit peu comment on a vu les choses. On s'appuie sur des éléments concrets, factuels. Il n'est pas question de faire non plus du greenwashing. Donc ça, c'est un peu attention à ça. On rester authentique et puis éviter le trop technique. C'est un peu le... Merci beaucoup. Alors, le temps que je te... Ouais, merci beaucoup. Alors, Myriam posait deux questions. Je vais te les poser. Donc, tu as fait mention de la réglementation. Tu as évoqué sur ce sujet-là. Elle demande quelle réglementation, quelle réglementation est-ce que ce dont tu parlais. Et ensuite, est-ce que vous avez donné un rôle particulier au CSE? Laure, à toi pour la réglementation et le rôle particulier donné au CSE. Alors, la réglementation, encore une fois, ça va dépendre de plein de paramètres, notamment de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, de l'effectif. Je pense que Morgane pourra encore rajouter pas mal de choses sur l'aspect réglementaire. Concrètement, nous, d'un point de vue strictement législatif, on a assez peu de contraintes. Donc, c'est vraiment une démarche qui est portée par l'entreprise de façon purement volontaire. Et ça, encore une fois, c'est un choix.
Et effectivement, le dialogue social est important. Donc, on s'appuie aussi sur notamment les membres du CSE. On les tient informés de la démarche et on a à cœur de les associer sur certains projets. Donc, c'est plutôt en mode collaboratif. On est très transparent sur la démarche. Et pendant les instances concrètement de CSE, voilà, ce sont des temps d'échange et qui peuvent donner lieu aussi après à des petits groupes de travail sur des sujets très précis. Je pense, voilà, typiquement ce matin, j'ai travaillé sur un groupe lié à la parentalité. Voilà, mais ça peut être plein d'autres choses, évidemment, sur de la sobriété. Ça a tenu aussi à cœur chez nous de travailler sur le plan de sobriété énergétique. Donc voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et au même titre que c'est important d'associer les collaborateurs, on associe effectivement le CSE, qui est une instance précieuse. Merci beaucoup pour cette réponse. Laure, et question du coup, tu parlais de sujet sobriété énergétique, en tout cas, sujet que vous avez évoqué. Question donc de Carole, peut-être plus pour toi, Morgane. Donc, le bilan carbone fait-il partie d'une étape du diagnostic justement qu'on doit se poser sur on fait un état des lieux Alors, oui, on peut la faire à cette étape-là, ce qui permet en fait d'avoir des données qui vont justement déterminer les priorités, parce qu'on va avoir les ordres de grandeur en termes d'émissions carbone, donc on va pouvoir savoir sur quelle activité de l'entreprise, si notre objectif c'est la décarbonation, on va agir en priorité. Attention également au niveau réglementation, je fais le lien. Vous avez les entreprises de plus de 500 salariés qui ont une obligation au niveau du BGS, donc avoir un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, de fait, finalement, peu importe l'étape où est-ce que vous le faites, si c'est une obligation réglementaire, vous êtes déjà censé le faire, ou en tout cas, planifiez-le pour pouvoir le faire voilà, dès que possible. Et puis, le bilan carbone, ça peut être aussi quelque chose qui fait partie du plan d'action parce que dans votre état des lieux, vous avez fait ressortir l'enjeu prioritaire qui est justement votre impact au niveau émissions carbone. Et donc, le bilan carbone devient une des actions qui va être menée et qui est inscrite dans votre plan d'action. Ouais. Et de base, ce n'est pas forcément dans le diagnostic qu'on va poser pour savoir où est-ce qu'on veut, quels sont les leviers sur lesquels on va vouloir agir. Ce n'est pas une étape à part pour les entreprises de plus de 500 personnes. C'est pas, j'imagine dans le package global du diagnostic, le bilan carbone, il n'est pas systématiquement présent du coup. Ça va dépendre. Non, il n'est pas systématique parce que cet enjeu d'émission carbone peut ne pas être un enjeu prioritaire finalement pour l'entreprise, simplement de fait de ses activités. Si on est sur une activité parce qu'on a quand même des données sectorielles, on sait quand même, voilà, si vous êtes une activité de bureau avec 90% de vos collaborateurs qui viennent en transport en commun, où il n'y a pas de déplacement en dehors finalement du trajet domicile-travail, et que votre activité, je sais pas, alors ça peut être, après il peut y avoir l'aspect numérique, etc. Mais si vous dites que c'est finalement cette partie émission carbone, il y a toujours un impact pour une entreprise, mais elle n'est pas prioritaire pour moi parce que en revanche, j'ai d'autres aspects que je juge beaucoup plus prioritaires. Si on n'est pas dans le principe de réglementation obligatoire, je peux ne pas la faire en priorité. Je vais peut-être travailler sur, je reprends l'exemple de Klaxoon, sur des aspects peut-être justement de parentalité, de bien-être au travail, parce que je juge moi vis-à-vis de mes activités, des demandes des parties prenantes, voilà, de tout ça, qu'il y a d'autres priorités. Trop bien. Merci beaucoup pour cette précision, Morgane. Autre question qui me vient pour toi, Laure, du coup, donc, le plan d'action, la mise en place de la stratégie et des éléments à mettre en place, voilà, on en parle et ça demande effectivement d'être structuré, de mener ça en mode gestion de projet. Il y a aussi, il faut communiquer dessus, que ce soit en interne et en externe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc tu as déjà dit un peu des choses tout à l'heure sur le lancement et comment dans qu'est-ce que vous avez fait en plus? Bon, il y avait une personne qui parlait d'une newsletter par exemple, oui, qui peut être fait, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus
sur là, les 12 mois où tu as mis ça en place chez Klaxoon, que ce soit en interne et en externe, les différents moyens de communication que tu as pu mettre en place auprès des collaborateurs et des autres parties prenantes du sujet. Alors, effectivement, j'ai un petit peu répondu. On a adressé, nous, vraiment en priorité l'interne. D'abord parce qu'on considérait que ça crée énormément de cohésion entre les équipes. Et aujourd'hui, on a du coup en interne des gens qui vont eux-mêmes communiquer avec nos clients. On a des équipes dédiées à la relation client. On a des équipes commerciales. Les clients ont la possibilité aussi de communiquer avec l'entreprise et là, sur des souhaits aussi, des attentes, par exemple, d'évolution du produit. Donc, il y a déjà ce dialogue, effectivement, qui est instauré. Et c'est plutôt nous, aujourd'hui, en nous appuyant sur ce que je disais, l'appropriation de notre démarche et que le message, en fait, soit clair pour pouvoir être porté par l'ensemble des collaborateurs Klaxoon vers l'externe. C'est plutôt comme ça qu'on a vu les choses dans un premier temps. Néanmoins, évidemment, les prochaines étapes, ça va être de communiquer. Donc, à travers, effectivement, ça pourrait être d'une campagne d'emailing client. Ce sera au travers de notre site Klaxoon. On a fait, par exemple, un énorme travail sur l'accessibilité numérique liée aux produits. Donc, c'est évidemment des choses que les clients aujourd'hui demandent. Il y avait des attentes importantes. Et tous ces éléments-là, ils les retrouvent évidemment sur le site de Klaxoon, mais au travers de leurs échanges dans le quotidien avec les équipes. Et voilà, donc, et en interne, c'est plutôt via notre outil qu'on utilise évidemment beaucoup à l'interne. Donc, ça va être la création d'un network où on vient publier régulièrement. Les équipes peuvent retrouver toute la roadmap, voir aussi l'avancement. Et puis, on ponctue en fait de plein d'échanges réguliers. Donc, ça va être sur de la sensibilisation, par exemple, donc à la fois aux enjeux climatiques, mais aussi bien aux stéréotypes de genre. On va parler aussi avec les collaborateurs de la mission handicap, on va parler de plein de choses. Et ça se fait tout au long de l'année. Il faut que ça infuse. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a fonctionné plutôt bien et ça reçoit. Il faut savoir que ça reçoit quand même toujours un accueil très positif. Ce ne sont pas des sujets compliqués. Donc oui, c'est une gestion de projet transverse et qui peut être complexe. Néanmoins, les gens sont plutôt ouverts, conscients aussi de ces enjeux. Donc c'est plutôt facile, j'ai envie de dire, de créer de l'adhésion et de les associer. C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Trop bien, merci beaucoup Laure pour ces précisions. Aladin nous pose une question, peut-être pour toi Morgane. Les parties prenantes internes et externes sont-elles associées au diagnostic? Oui, après, il faut nuancer. Pardon. Alors oui, on va commencer par l'interne. Évidemment, en fait, le dialogue avec les parties prenantes, vous allez le démarrer dès le début, ne serait-ce que déjà pour informer que l'entreprise souhaite se lancer dans la démarche, pourquoi, voilà. Donc finalement, il y a déjà de l'information descendante et c'est pas un dialogue au sens réciprocité, mais c'est une première étape. Et on va commencer par l'interne. Et dans cet état des lieux, on va effectivement pouvoir recueillir les attentes des parties prenantes. Donc, on va leur demander leurs attentes, leurs besoins. Alors, il y a plein de façons, différentes façons de faire. Encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, la méthode est à adapter. D'accord? Si vous êtes une toute petite structure, ça peut être un brainstorming
je ne sais pas, peut-être presque même la totalité des collaborateurs si vous n'êtes vraiment pas nombreux. Et puis évidemment, plus on va être une structure de plus en plus importante, on va pouvoir plutôt utiliser des questionnaires et puis dans un second temps réaliser des interviews. Ça, c'est pour la partie interne. Et puis pour la partie externe, bah, c'est pareil. Idéalement, quand on peut à la fois faire des enquêtes quantitatives, donc avec des questionnaires, et des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire des interviews, c'est mieux. Mais bon, c'est aussi du temps, des ressources. Donc, faites aussi petit pas par petit pas. Regardez également les parties prenantes qui sont d'abord les plus motivées à rentrer finalement dans cette démarche RSE. Donc, typiquement, si vous avez des clients qui sont extrêmement demandeurs que votre entreprise s'engage en RSE, eh ben, allez déjà voir ces clients-là en leur demandant quelles sont leurs attentes, sur quoi ils peuvent même vous aider parfois. Fournisseurs, sous-traitants, c'est pareil. Vous avez peut-être des fournisseurs qui sont eux-mêmes déjà engagés dans une démarche RSE depuis longtemps. Donc, ils peuvent également vous faire un retour sur les bonnes pratiques qu'eux, ils ont mis en place. Ça peut être intéressant, hein, c'est du benchmark. Voilà, donc oui, on va intégrer les parties prenantes dans cette étape de diagnostic, mais on va le faire par étapes et donc finalement le dialogue ne s'arrête pas à la fin du diagnostic et va évidemment se poursuivre sur l'ensemble de la démarche. Merci pour cette précision. Si Laure, je reviens à toi et sur les éléments donc, de suivi, de tracking que tu peux mettre en place, puisque une démarche RSE, voilà, tu la mets en place, mais tu veux t'assurer qu'elle puisse durer dans le temps, que tu puisses la comparer même avec d'autres démarches que tu vas pouvoir faire les années d'après. Qu'est-ce que tu as pu, toi, mettre en place de manière très factuelle, justement, sur ces éléments de suivi tracking de cette démarche? Alors, un peu comme Morgane l'a dit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le cadre, les enjeux, le plan d'action, évidemment, on se met des objectifs et on définit des KPI en face. Donc, c'est ce qu'on va venir suivre en travaillant conjointement avec, évidemment, le CSE, on l'a dit, le CODIR, les équipes métiers. Encore une fois, c'est vraiment du projet transverse. Concrètement, nous, on a ce fameux espace de travail où on vient interpeller justement les experts métiers et on a un plus petit groupe de travail de 3 personnes sur lesquelles on se fait des synchros hebdo pour suivre les actions sur des choses très opérationnelles. Et puis, une fois par mois, on fait un point d'étape avec plutôt le CODIR exécutif. Ça permet de s'assurer aussi de l'alignement de tous. C'est vraiment des temps d'échange privilégiés. Ça permet aussi de prendre de la hauteur et de prendre conscience des petits pas. Parce que c'est vaste. Effectivement, il faut à un moment faire les bons choix. Il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place, mais il faut savoir aussi prendre le temps et ces temps-là sont vraiment, je dis des temps privilégiés parce que ça permet de faire un petit coup de regard dans le rétro et de se dire finalement de voir un petit peu tout ce qu'on a livré et ça c'est important en fait de pouvoir bien le marquer parce que ça contribue aussi à la suite au succès du projet au sens large, mais et aussi à se dire qu'on a quand même livré des choses parce que c'est un projet long cours. Il n'y a pas de c'est jamais fini. C'est vraiment des sujets d'amélioration continue. Il n'y a pas un idéal absolu qu'on peut atteindre. Donc voilà, c'est important de se donner ces temps-là pour concrètement se féliciter aussi de ce qui a été livré. Et il faut avoir conscience que ça ne se fait pas voilà, on ne peut pas se dire on va démarrer le projet en janvier et puis en mai, tout sera livré et c'est terminé et c'est derrière nous. Il y a vraiment... ça infuse en continu dans le quotidien et sur toute la chaîne, encore une fois. Merci.
Morgane, si je pense que la question qui a été posée par Claire, peut-être que tu aurais des éléments de réponse sur les grands groupes et collectivités adhèrent-ils aussi bien à la démarche RSE que les entreprises tech start-up comme Klaxoon par exemple? Bien qu'obligatoires, les collaborateurs sont-ils enthousiastes? Ok, je voudrais revenir sur le terme obligatoire. Une démarche RSE n'est pas du tout obligatoire, hein. Ça reste une démarche volontaire. Il y a l'application de la réglementation, si c'est ça le lien, qui est effectivement une obligation. Mais ce qu'on appelle stratégie RSE, démarche RSE, c'est d'application volontaire. D'accord? Voilà, juste une précision. Ensuite, alors oui, de ce que je vois, moi à mon niveau et surtout de toutes les études que je lis, euh, c'est vraiment tout type de statut juridique, tout type de taille d'entreprise, et donc même autres entreprises, c'est-à-dire des associations par exemple, qui sont motivées par mettre en place des stratégies RSE. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc si vous êtes une start-up et que vous avez envie de vous lancer, que vous avez un board qui a envie de se lancer, des collaborateurs qui ont envie de s'y mettre, allez-y. Et c'est même encore mieux, j'ai envie de dire, si vous êtes une jeune start-up, parce que n'oublions pas que la RSE, c'est de la stratégie. Et donc, voilà, lier vos enjeux stratégiques et vos enjeux de RSE, et ben, voilà, c'est vraiment le bon moment, finalement. Donc voilà, faut pas hésiter. Euh, J'espère avoir répondu à la question. Ouais, donc pour toi, en tout cas, de ce que tu vois et même des entreprises dans lesquelles tu interviens ou de ce que tu peux lire Sur ouais, les les études qui sont faites, rapports. hein, il y a énormément de baromètres qui Hmm, sont aujourd'hui publiés. On voit que voilà, il y a de tout et tous les secteurs d'activité, toute taille, tout statut. trop Alors bien. après, oui, évidemment, au niveau petite taille, c'est plus récent que les grands groupes du fait de la réglementation, pour le coup, qui a forcé un peu les grands groupes à s'y mettre il y a déjà quelques années, je pense, on parlera peut-être, mais au rapport extra-financier. Voilà. Et puis d'autres réglementations, hein, le devoir de vigilance, etc. Euh, Maintenant, oui, c'est peut-être plus récent pour certaines entreprises de plus petite taille, mais en tout cas aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on voit de tout, et y compris des collectivités, je relis la question, et y compris des collectivités s'y mettent, hein. Dernièrement, j'ai encore travaillé avec une mairie, donc oui, oui. Trop bien. Merci beaucoup. Toi, de ton côté, Laure, après un an et quelques là, de lancement de ce projet RSE, tu as des retours sur si tu dois donner je sais pas, un pourcentage, un chiffre du nombre de collaborateurs ou un pourcentage du nombre de collaborateurs qui sont impliqués et investis sur ces sujets-là chez Klaxoon? Alors, nous, bah, je l'ai un peu dit, les collaborateurs sont hyper enthousiastes. Alors, est-ce que c'est inhérent à l'environnement de travail? Il faut savoir que la moyenne d'âge est de 34 ans, donc ça reste assez jeune. Néanmoins, on voit de l'intérêt et une prise de conscience. Là, il y a sans limite d'âge, j'ai envie de dire. Donc, oui, les gens sont très enthousiastes en interne et ça facilite évidemment les choses. Et pour rebondir un petit peu sur la question, nous, voilà, on est une entreprise effectivement de la tech, plus vraiment start-up, mais néanmoins, on travaille avec les grands groupes et les collectivités. Et effectivement, je confirme qu'il y a des attentes qui sont aussi fortes à leur niveau. Donc c'est aussi pour ça que nous, dans une moindre mesure, on est conscient de devoir faire évoluer aussi les choses. Mais ça rejoint effectivement les attentes des parties prenantes et notamment celles des clients. Hmm. Là, bah, je ne sais pas si vous, Morgane, comme Laure, vous avez des retours d'expérience là-dessus, mais je trouve très intéressant, en tout cas, ce que Amélie là, relève dans le chat. Donc, elle travaille dans un grand groupe, elle est enthousiaste par leur stratégie RSE et par les projets d'intrapreneuriat proposés. Elle a pu notamment apporter sa pierre en tant que contributrice au déploiement de la fresque du climat. C'est des choses que tu vois, Morgane, ou que tu as pu voir, toi, Laure, l'initiative de justement
de salariés dans l'entreprise qui vont apporter leur contribution de manière très concrète sur des pans. Tu veux que je Ouais, réponde? vas-y, ouais. Oui, complètement. Alors, on peut parler par exemple alors, soit de façon isolée, mais on peut aussi parler de relais RSE, ou d'ambassadeurs RSE, de correspondants RSE, finalement, peu importe le terme. Il y a des entreprises qui proposent de mettre comme ça en place un réseau. Donc, elles vont, alors, autant que possible, essayer de le structurer, c'est encore mieux. Donc, établir la lettre de mission, c'est-à-dire les attendus, voilà, le profil attendu et également les attendus de la mission et les résultats derrière. Et on va comme ça recruter en interne des relais et qui vont pouvoir finalement déployer la stratégie RSE au niveau local, être force de proposition. Donc ça, c'est assez génial. Donc eux-mêmes avoir des idées, mais aussi pouvoir récupérer les idées de leurs collègues et mettre en place des actions très concrètes. Alors on peut aider par des challenges, mais eux-mêmes peuvent avoir des actions au niveau local qui sont dont leurs collègues ont très envie, donc ils vont être très bien accueillis et ça soude en plus les équipes. Donc ouais, non, on a comme ça, heureusement, des collaborateurs très investis et on peut parfois, dans l'entreprise, même leur libérer du temps pour, voilà, ça se cadre, c'est tout à fait envisageable. Et puis, dans toute démarche, vous aurez le réfractaire qui ne veut pas changer son comportement, etc. Oui, et il y viendra à un moment donné. Quand tout le monde y sera et qu'il ne restera plus que lui, il s'y mettra. Pas le choix, de toute façon. On va devoir tous y venir. Très bon point, effectivement, de Benjamin qui précise que les collaborateurs sont enthousiastes s'ils se sentent impliqués dans la démarche. Entièrement d'accord, effectivement. C'est un prérequis. Ouais. Complètement. Et le niveau d'enthousiasme va aussi dépendre de l'investissement de la direction et de l'exemplarité des équipes de management, d'où la formation. Ce sont les deux autres prérequis. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce live. Quelques petites péripéties, en tout cas de technique, mais en tout cas, on a réussi à le faire et à le réaliser tant bien que mal avec beaucoup de participation, en tout cas des personnes qui nous ont qui étaient présentes. Merci beaucoup, en tout cas, Morgane. Merci, Laure. Merci à toi. Et puis à une prochaine fois, en tout cas, très cool. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Bonne journée.